Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Rachel Casta. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, vous êtes chercheur émérite à l'Université d'Artois au laboratoire Textes et Cultures. Vos principales thématiques portent sur la littérature noire, fantastique et criminelle, la littérature pour young adults, c'est-à-dire la dark fantasy, et surtout les cultures sérielles, comme le manifestent vos conférences mensuelles à la médiathèque d'Uriani de Bastia, qui sont intitulées Sériphilie, Série Chérie. Donc là, on vous renvoie aux adresses qu'il y a sur le site internet histoireensérie.com pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations. On renvoie aussi à la bibliographie que vous avez fait sur l'émission, qui est sur la page de l'émission sur histoireensérie.com. Alors aujourd'hui, on va parler d'une date historique avec deux grands monstres sacrés, l'un de l'écriture, l'autre d'histoire politique, c'est le président Kennedy et puis Stephen King. Et ils se sont rencontrés dans le cadre, on va dire, entre guillemets, d'une série, cette série qui s'intitule le 22-11-63. Alors peut-être vous êtes mieux placé que moi, Isabelle, pour nous faire la présentation. Alors, cette série est le projet conjoint de J.J. Abrams, qui va en être le producteur, et de Stephen King, qui s'est laissé séduire par la proposition de Abrams de transformer le projet de film en projet de série, ce qui a réussi à l'un comme à l'autre. En effet, ce roman, parce que c'est avant tout et surtout avant, un roman publié en 2011 aux États-Unis, en 2013 en France. Ce roman est très important puisqu'il offre à Stephen King l'occasion de répondre à cet autre géant de la littérature américaine qu'est Elroy. Passons. Donc, dans le bonus qui est lié à la série, Brahms explique qu'en effet, il s'est lancé dans ce projet somptueux parce qu'il y a un luxe visible, hein, autant des intrigues que des décors, que des costumes. Et ce luxe entoure l'un des événements majeurs de l'histoire affective américaine, plus que politique d'une certaine façon, l'assassinat de JFK. Mais surtout, envoyer quelqu'un, est-il possible d'envoyer quelqu'un pour l'empêcher? Donc, toute l'histoire de 22-11-63, c'est de dire, si on avait envoyé quelqu'un tuer Lee Harvey Oswald avant, Kennedy serait vivant. Et alors, que se passerait-il? Et ça, bien sûr, c'est toute l'histoire de la série qui va nous le narrer et qui va montrer que peut-être empêcher un grand mal, la mort de Kennedy, c'est aussi occasionner un plus grand mal encore. Et c'est ce qui est vu dans le dernier épisode, véritable dystopie, bien sûr projective, hein, hypothétique, spéculative, mais qui fait qu'on va rentrer dans le passé de nouveau pour laisser mourir Kennedy. Isabelle, peut-être développer un peu plus cette présentation en faisant le pitch de la série un peu plus en détail, où est-ce qu'on peut la retrouver, qu'est-ce qu'on retrouve dedans, parce que c'est une série qui est quand même assez atypique. Alors, cette série a été diffusée sur la chaîne américaine Hulu, chaîne à péage, et elle est venue donc entre 2016-2017, enfin 2016, et elle est venue ensuite 2017-2018 en France. Et les 8 épisodes sont successivement réalisés par 5 réalisateurs différents, dont l'acteur vedette, l'acteur titre, hein, James Franco, qui va reprendre, lui, à la fois le rôle de producteur, le rôle de réalisateur et bien sûr ce dans quoi il excelle, c'est-à-dire le rôle titre de Jack Epping. En effet, l'histoire raconte comment on va trouver un portail temporel chez un vieux tenancier de diner. C'est
ces cafés américains typiques où on vient pleurer sa vie ratée dans sa bière. Et il y a ce qu'il appelle le rabbit hole, c'est un portail temporel qui vous envoie directement en 1960, le 21 octobre 1960, dans la série, en 58 dans le roman. Donc, un professeur qui s'appelle Jack Epping, professeur d'anglais, va être expédié dans le passé, si je puis dire. Il va accepter de tenter cette aventure pour faire plaisir à son vieil ami, Al Templeton, qui, malade et épuisé, a tout essayé pour sauver Kennedy, donc qui a fait ce voyage temporel, qui a tout tenté et qui, vaincu, rentre sans l'avoir sauvé. Donc, il y a une sorte de passation de relais entre le vieux tenancier épuisé, malade et cancéreux et le jeune professeur libéré de tout lien puisque sa femme le quitte, son roman n'avance pas et son père vient de mourir. Donc, il y a une sorte de déliaison au niveau de Jack qui fait de lui un être idéal pour repartir dans le passé. Et il arrive, chaque fois qu'il retourne, le 21 octobre, donc on va dire 60 dans la série, à 11h58. À partir de là, il va tout tenter pour sauver Kennedy, puisque telle est sa mission, en particulier en pistant Lee Harvey Oswald et en essayant de savoir si c'est bien lui l'assassin. La réponse ne sera pas aisée et alors je ne sais pas si je peux spoiler ou pas, mais la fin est bien sûr déceptive et de certaine façon tragique. Donc cette série passée en France en clair en 2018 a eu un succès sur TF1 Série, a eu un succès, on va dire, un peu moyen par rapport à l'immensité du projet. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, l'offre écranique est telle que les séries s'écrasent parfois un petit peu les unes les autres. Justement, en termes de critique, quelle a été la réception, quelque part à la fois aux États-Unis et en France? Qu'est-ce qu'il y a eu autour de cette série-là, en audience et en critique? Alors, une bonne note au niveau critique, 80% de critiques favorables aux États-Unis. En France, disons que le public a aussi entre 420 000 personnes et 218 000 spectateurs, spectatrices et spectateurs, ce qui est une petite fourchette. L'accueil critique a été excellent et l'accueil public a été modéré, ce qui est souvent quand même le cas pour des œuvres exigeantes et ce qui est surtout le cas pour les séries parfois inspirées de l'œuvre de King qui brillent au cinéma, en tout cas dans les grands noms qui furent ceux du début des mises en film des romans de King, mais qui a toujours un petit déficit, je dirais, de réussite une fois que ça passe en série, parce qu'on ne retrouve pas tout à fait, on aimerait retrouver mieux. Enfin, vous savez, c'est l'éternelle complainte. C'est pas le c'était mieux avant, mais le roman est plus riche, le roman est plus dense, les caractères sont fouillés. Et oui, forcément. Quand un roman fait 900 pages et qu'une série fait 8 épisodes, comme c'est le cas de 22-11-63, on ne peut peut-être pas retrouver toutes les ciselures de style de King au niveau des épisodes, mais en ce qui concerne vraiment l'accueil critique, en tout cas, il a été excellent, tout à fait excellent. Et on peut presque la recommander, cette série, en étude historique pour montrer comment la psyché américaine, comment la société américaine a ressenti ce choc majeur, cet ébranlement de toutes les valeurs qu'a été le 22-11-63 à Dallas, midi et demi. C'est aussi cette série l'occasion de voir Stephen King dans une série. Alors, c'est quelque part, ces romans, vous l'avez dit, sont des grands succès et ont été adaptés déjà. Ce n'est pas le premier roman adapté en série. Mais là, ici, on le voit entre sa présence et celle de J.J. Abrams, ça laisse penser qu'il y a un travail qui va être soigné. C'est le cas.
hein, j'ai dit un peu rapidement et je reviens là-dessus, le soin, il est partout, y compris dans la moindre allusion littéraire ou filmique, puisque lors de la toute première rencontre entre le héros, Jack, et celle qui va devenir le grand amour de sa vie, une jeune femme de l'époque, bien sûr, d'où difficile, eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir une lecture de Tant qu'il y aura des hommes par la jeune femme, qui évidemment installe la série dans un arrière-plan littéraire, ce qu'on peut appeler un background, tout à fait, riche, puisque il y a à la fois la littérature, la culture, le cinéma. On se souvient du film de Zinnemann avec Deborah Kerr. Donc vous voyez un écrin luxueux à la fois de références, de filmage et même de costumes, puisque Roland Sanchez, le costumier, a fait 1700 costumes exactement comme à l'époque, avec toute la vêture féminine qu'il décrit fort bien en disant les femmes n'étaient pas du tout habillées comme aujourd'hui. Elles avaient des gaines, elles avaient des combinaisons, elles avaient des porte-jartelles. Et j'ai fait en sorte que tout ce qui ne se voit pas eh bien, soit réalisé aussi exactement comme dans les années 60. Donc, vous voyez un luxe de détail, un luxe de lecture politique aussi, puisque nous découvrons des personnages extrêmement mineurs de l'histoire de Kennedy, le général Walker, qui est agressé par le même fusil, dit-on, des émigrés russes plus ou moins mêlés à des effets mafieux. Donc, luxe de détails, luxe de filmage, luxe de casting aussi, car faut-il le dire, les deux héros sont magnifiques. Hein. James Franco est superbe et sa compagne Sarah Dunhill et ressemble à la fois, on va dire, à Deborah Kerr, à Yves Marissin. Elle est absolument sublime. Donc, tout cela nous rend addicts, si vous voulez, à cette série et mérite sans doute qu'elle soit revue et, si je puis dire, réétalonnée dans l'échelle de nos préférences. Avec aussi l'idée, hein, vous l'avez dit, diffusée sur Hulu, donc une plateforme à péage. Donc, on a aussi quelque part peut-être une série de science-fiction, si on peut dire, qui est à la fois ambitieuse et qui ose des choses parce qu'on n'est pas sur un grand network où là, on est censé plaire à plus de monde. Là, le projet est ambitieux et c'est une série qui n'est pas peut-être diffusable, hein, vous l'avez dit, sur les chaînes de grande écoute gratuites. Alors, disons que ça n'a pas été le choix par les réalisateurs et par le producteur, mais il n'y a pas d'audace, par exemple, on va dire érotique ou de faits particulièrement marquants. Mais je veux dire, au niveau des nouveautés que l'on voit aujourd'hui dans les séries usuelles, mais ce qui est peut-être plus marquant encore, c'est ce retour sur des événements sur lesquels vous avez 2000 livres écrits. Hein. D'ailleurs, il y a des conversations très didactiques entre le Jack Epping, qui vient de 2016, et le jeune Bill Turcotte, qui est un petit peu son disciple et son petit frère dans la série, et à qui il explique finalement, il avoue la vérité, et il explique tout ce qui s'est passé depuis, en disant 2000 livres ont été écrits et on ne sait toujours pas la vérité. Donc, ce mystère américain, cette blessure écarlate hein, au cœur des USA est en effet traité, encore une fois, avec un écrin, je dis souvent somptueux, à la fois de références filmiques, de références au métavers, si on peut dire, de Stephen King, puisqu'on croise la laverie où travaille la mère de Carrie, on croise Red Rum, mais une fraction de seconde, hein, écrit sur l'escalier que vont monter en courant les deux héros pour essayer de sauver Kennedy lors de la journée fatale du 21 novembre. Donc, on s'en rend compte en scrutant, si vous voulez, c'est une série qu'il faut scruter. Maintenant, le choix qui a été fait, en effet, des producteurs, ont fait forcément une série peut-être un peu plus confidentielle
que si elle était diffusée en effet sur les networks. Mais la sortie en DVD, par exemple, pour la France, DVD que j'ai, en fait finalement une œuvre très accessible et en même temps elle est passée en clair. Donc simplement, il faut rentrer dedans, il n'y a pas de complaisance particulière, les dialogues sont un poil pédagogiques, on va dire, parfois entre Jack et ses différents interlocuteurs, puisqu'il faut toujours repositionner les événements auxquels on va assister, à la fois dans une uchronie. Nous sommes dans une uchronie pure, c'est même l'uchronie exemplaire, si l'on peut dire. Hein. Repartir dans le passé, sauver l'homme dont toute l'Amérique pleure encore la mort, il y a là quelque chose d'à la fois savoureux, dangereux. Comment faire en sorte que cela marche. Et le retour dans le présent annule d'une certaine façon les effets du passé, même si ce n'est pas tout à fait le cas. Cela n'annule que si on revient encore une fois dans le passé. Donc vous le voyez, les lois de l'Uchronie qui s'appliquent ici sont des lois particulièrement subtiles. Hein. Il faut suivre les règles. Hein. Vraiment, il y a des règles et il faut les suivre. Ce qui fait encore une fois de cette série un bijou scénaristique et en même temps une réussite formelle absolue. Il faut voir aussi le travail, par exemple, du photographe de plateau qui a repris le film de Zapruder. Vous savez que l'assassinat de Kennedy est filmé par un cinéaste amateur, si on peut dire. Hein. Ce sera le film le plus célèbre de toute l'histoire du cinéma amateur. Et image après image, le costumier a voulu reproduire à l'identique les costumes que l'on voit sur les photos, c'est-à-dire les photos tirées du film amateur, et cela nous amène bien sûr à une sorte d'exactitude historique troublante. Et Stephen King, lors du bonus, hein, nous dit d'ailleurs, sorte de postface à la série, ce jour-là, il devait pleuvoir. La météo avait dit qu'il pleuvrait sur Dallas et la voiture aurait été fermée. Donc, voyez, la mort de Kennedy tient peut-être à cela. La pluie avait été annoncée et on voit quelqu'un ouvrir son parapluie, une sorte d'intersigne emblématique. Or, il a fait du soleil et ce soleil a provoqué le décapotage, si je puis dire, de la voiture présidentielle. Donc, il montre bien que il y a le destin, le destin est incarné d'ailleurs dans toute la série. Il y a à la fois une image du destin, si je puis dire, un petit peu typique. Hein. Quelqu'un se promène avec un carton jaune fiché dans le chapeau en disant vous ne devriez pas être là. Et puis une image du destin climatique aussi, puisque il devait pleuvoir, il a fait du soleil. Donc, vous voyez ce filmage précis, ce filmage cultivé, je dirais même parfois archivé d'une certaine façon, hein, nous amène vraiment à une contemplation presque de certaines images, en particulier la cavalcade finale de l'héroïne, la jeune bibliothécaire amoureuse de Jack, et Jack lui-même nous amène à cette méditation sur la force du hasard et de la nécessité. Et le retour dans le présent est un retour déceptif. Bon, je n'ose pas trop en dire là-dessus pour ne pas déflorer l'intrigue finale, mais peut-être que tout ce qui se passe dans le passé doit être laissé en paix. Peut-être qu'en effet, l'archéologie visuelle que nous montre du fait américain que nous montre la série nous laisse aussi sur une sagesse un peu désabusée, mais ceci est une autre histoire que les spectateurs découvriront. Revenons un petit peu au fonctionnement, j'allais dire, de la série, cette idée de revenir dans le temps. C'est quelque chose, c'est un procédé filmique que l'on connaît hein, au cinéma, mais aussi dans d'autres séries. Alors peut-être recontextualisez-le, parce que c'est ici très intéressant. Et après, justement, on va parler du choix de la date, hein, qui est une date, vous l'avez dit, majeure dans l'histoire américaine. Alors, l'Uchronie, si je puis dire, a le vent en poupe, hein, à la fois stylistiquement, visuellement.
parce que nous aimons effectivement imaginer qu'on pourrait rentrer dans le passé et sauver telle ou telle grande figure. Alors, on sauve toujours les mêmes, ou on rencontre toujours les mêmes, bien sûr. On va dire ce sont souvent des Occidentaux, des hommes blancs. Voilà, parce que c'est eux qui ont fait l'histoire, en tout cas telle qu'on la raconte. Donc, repartir dans le passé par un portail temporel, ici extrêmement simple. Vous entrez dans un placard et vous sortez de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de raffinement dans la mise, si vous voulez, dans la mise en contexte dramaturgique. Dans le diner de Al Templeton, il suffit d'entrer dans le placard et d'être éjecté le 21 octobre 60. Hein, je garde bien la série. Donc, la série ne va pas si vous voulez, se prendre trop la tête sur les conditions techniques. C'est tout simplement une éjection dans le passé pour répondre à cette interrogation majeure. Est-ce qu'on aurait pu sauver Kennedy? Donc, l'Uchronie, c'est-à-dire repartir dans ce temps qui n'a pas de temps, va évidemment, vous imaginez, occasionner des rencontres aberrantes, puisque au tout début, il a gardé son portable d'aujourd'hui, son smartphone, et que ça va le sauver. Ça va sauver Jack, qui est pris à partie par une bande de gens pas contents qu'il ait parié. Évidemment, il a tous les paris, puisqu'il repart dans le passé avec les connaissances du futur, et cela l'amène à se faire mal voir de la bande de parieurs. Donc, bande de parieurs furieux qui essayent de lui casser la figure et qui arrive dans sa chambre d'hôtel et il a mis une petite vidéo. Alors, vous imaginez, on est en 60, une vidéo montrant un oiseau qui chante « I don't care ». Bon, c'est la stupeur occasionnée par cela va aussitôt lui donner l'avantage et il peut se sauver en assommant au passage l'imbécile qui vient de lui casser la figure. Donc, vous voyez, il y a comme ça des anachronismes assez savoureux qui font que l'on est à la fois des deux côtés de la barrière. On est l'homme de 2016 avec Jack et on est ce qu'il va devenir en 1960 et il suffit de changer de costume. Hein, il arrive en costume de prof d'aujourd'hui, les gens se retournent sur lui, on est un peu surpris, et il suffit qu'on lui coupe les cheveux, la barbe, qu'on l'habille avec le costume et le chapeau, et il devient Cary Grant, il devient Jim Stewart, hein, il devient tout ce que l'on peut imaginer de l'époque, et on a une insistance là-dessus, si vous voulez. Oui, c'est le costume qui fait le moine, ou disons, qui fait le prof de 1960. Donc, ces allers-retours entre notre présent et le passé montrent aussi une Amérique, certes, dont on insiste sur l'innocence, le luxe, le plaisir de vivre, mais aussi extrêmement raciste, puisque la secrétaire noire du lycée où il va finir par enseigner, Miss Mimi, est par exemple repoussée par un garagiste qui ne veut pas lui vendre d'essence alors qu'elle vient avec sa voiture. Enfin, donc il y a là quelque chose pour nous de très choquant et j'ai envie de dire que l'on retrouve dans une série très récente qui s'appelle Lovecraft Country, où les Noirs américains qui vivent à l'époque sont soumis aux lois de Jim Crow, par exemple, qui font qu'au coucher du soleil, dans certaines Sundance Country, ils n'ont pas le droit de sortir le soir sous peine d'être abattus. Enfin, c'est impensable. On est quand même après la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous le voyez, il y a à la fois cette joie de retrouver une vraie nourriture. Hein, Jack s'exclame devant le moindre plat qui a le goût du vrai, etc. Et en même temps, le déplaisir profond d'être confronté à des faits de racisme qui, en effet, sont minorés. Je ne sais pas qu'ils ont disparu, mais ils sont vraiment minorés dans l'Amérique d'aujourd'hui. Donc, c'est ce choc permanent, si on peut dire, cet entrelac permanent, cette nutrition permanente entre le présent, le passé, nous amène nous-mêmes à nous interroger, parce qu'en fait, 1963, à dire vrai, les gens de ma génération l'ont vécu, mais enfin bon, ça c'est tout à fait autre chose. Et ça a été l'occasion d'une communion non seulement nationale des États-Unis autour du président, mais mondiale.
la télévision, qui n'était pas encore très répandue dans les foyers français, a capté ce jour-là un nombre incroyable de gens. Le 25 novembre, tout le monde était devant la télévision en train de regarder l'enterrement. Donc, vous voyez cette torsion permanente entre un passé mythifié quand même, hein, et un présent dont on ne voit que les aspérités, mais qui finalement n'est pas si déplaisant que cela, nous donne aussi une formidable leçon d'histoire et une formidable leçon d'espoir. Il y a là quelque chose d'émouvant. Alors au niveau collectif, bien sûr, les États-Unis réunis autour du cercueil couvert de la bannière étoilée, c'est toujours un très grand moment, mais aussi individuel, puisque Jack rencontre l'amour de sa vie. Ils ont le même âge en 1960. Mais bien entendu, lorsqu'il va revenir dans le présent et chercher à savoir si elle vit toujours, ils n'auront plus le même âge et il la reverra une dernière fois, mais elle a 80 ans et lui en a toujours 39. Donc vous le voyez, déchirement émotif, affectif, individuel, mais aussi cérémonial, collectif. On pourrait presque parler d'ordalie, vous savez, cette espèce de jugement, enfin de psychodrame collectif qu'a vécu l'Amérique à ce moment-là, cette remise en question, ce regard sur soi que ne cessent de se porter les Américains. Et on a envie de dire que cette série, qu'est-ce que c'est? C'est un immense miroir. C'est un miroir que le temps passé tend au temps présent et les deux Amériques se regardent et fascinés l'une par l'autre, si je puis dire, hein, parce que Jack, qui est quand même professeur d'anglais, comprenait de littérature anglaise en fait. Hein. C'est pas comme nous, prof d'anglais, c'est-à-dire qu'il nous apprend l'anglais. Donc, est à la fois porteur de cette histoire, puisqu'il en connaît tous les aléas à la fois historiques et littéraires, mais il est aussi nouveau dans ce monde de 1960 où il débarque, il déboule, hein, il n'y a pas d'autre mot, et la première fois il arrive en tombant par terre d'ailleurs, et il est éjecté, il naît hein, comme sortant d'un utérus, enfin l'image est extraordinaire à ce moment-là, eh bien nous pouvons nous dire que il est emblématique de notre regard porté sur cette époque où le Vietnam va prendre de plus en plus d'importance et de gravité, cette époque où on sort de la guerre de Corée, où on sort de la Seconde Guerre mondiale, où il y a des présences obscures, hein, la CIA peut-être, bon, le FBI sûrement, puisque Hoover déteste les Kennedy, et que on dira d'ailleurs, Jack Epping dit à un membre du FBI, mais c'est sous la watch, hein, c'est sous la surveillance de Hoover que Kennedy a été agressé. Donc, histoire américaine, histoire personnelle aussi, amour, amour de cinéma. J'ai insisté sur disons le caractère magnifique des acteurs, et c'est la marque de J.J. Abrams. Hein. Pour beaucoup de gens, vous dites série d'Abrams, ah là là, le casting, ils sont toujours magnifiques, ils sont beaux comme des dieux, et c'est vrai qu'elle est magnifique, il est superbe. Donc vous voyez, le couple porteur est aussi, j'ai envie de dire quelque part, cinématographiquement marqué. J'ai parlé d'Deborah Kerr, mais je pourrais aussi parler, je le faisais tout à l'heure, d'Eva Marisin dans North by Northwest, ou encore, oui, Kim Novak dans Vertigo. Hein. Donc, cette femme aux blonds cheveux, vêtue de rouge à la fin, la robe rouge, moulante, mais en même temps, c'est pas érotique, ce n'est pas Monroe au Niagara, donc dans les chutes du Niagara. Donc il y a là quelque chose de mémoriel. Hein. Nous sommes devant un livre d'images que l'on feuillette avec à la fois nostalgie et émerveillement. Et c'est vraiment là-dessus que la série est peut-être la plus porteuse, la plus réussie. Elle nous plonge dans une forme de méditation personnelle et collective. Qu'ai-je fait? Qu'aurais-je fait? Qu'en serait-il de nous si on avait sauvé Kennedy? Et je voudrais aussi ajouter un point qui me paraît mineur, mais malgré tout important. En 68, il y a 2 chansons qui sortent conjointement, l'une des Rolling Stones, qui s'appelle Sympathie pour le diable, et dans lequel Mick Jagger dit j'ai crié qui a tué les Kennedy? Who killed the Kennedy? One after all is why you and me.
alors qu'après tout, c'était vous et moi. Donc, cette chanson parle des Kennedy. Guy Béard, le chanteur, enfin le musicien français, écrit une chanson qui s'appelle Le témoin, vous savez, a dit la vérité, il doit être assassiné. Et il revient sur Kennedy, il n'y a même pas besoin de le nommer, il dit « Pauvre président, tous tes témoins ont disparu ». Il n'y a pas besoin d'insister, tout le monde sait que pauvre président, c'est Kennedy. Donc, ce marqueur temporel, historique, la série, en 8 épisodes, qui triche un peu parce que le premier fait 80 minutes, ce qui est à peu près la durée d'un long métrage. Hein. Donc, un premier épisode qui pose les choses, qui raconte, qui montre, qui indique comment on peut vivre en 60 tout en venant de 2016. Eh bien, ces 8 épisodes sont la mise en abîme. On parlerait de fonction spéculaire, c'est-à-dire qu'on se regarde dans le miroir, hein, la mise en abîme de 60 ans d'histoire américaine. Et c'est à la fois instructif, passionnant, jouissif, parce que les remarques que se fait Jack Epping, on se les ferait aussi, hein, et les réactions qu'il a, on les aurait également. Donc on se reconnaît, il nous renvoie une image à la fois flatteuse et désorientante. Et regarder cette série et la revoir, il y a vraiment un besoin de révision. Hein. Certaines images durent une fraction de seconde et sont saturées de sens. Hein. Eh bien, nous procure ce plaisir hein, de l'esprit, cette libido scendi dont on parle, ce désir de savoir, qui est la marque à la fois de J.J. Abrams, dans bon, on ne peut que penser à Lost, bien sûr, hein, et de Stephen King, dont la complexité narrative ne peut peut-être pas trouver tout à fait un développement suffisant, mais dans ce cas-là, c'est pas 8 épisodes, c'est 40, et c'était pas le contrat. Donc, j'ai envie de dire, mission réussie. Hein, à la sortie, si on peut dire, au crépuscule de la série, mission réussie pour tous les deux et pour toute l'équipe. N'oublions pas quand même Bridget Carpenter, qui est la scénariste, hein, qui a mis vraiment, qui a rendu possible, qui a facilité la possibilité de la réécriture en série de ce qui est quand même un roman énorme hein, et qui n'était pas aisément chapitrable, si je puis dire. Si on vous suit dans votre interrogation autour de cette série, ce qui est intéressant à comprendre, c'est le regard que l'on a aujourd'hui, dans les années 2010, 2020, sur le passé. Et finalement, on se dit que le choix de cette date montre que dans certains pays, donc aux États-Unis en ce cas-là, véritablement, il y a des choses dans le passé qui ne passent pas, et d'où la volonté d'essayer peut-être de les modifier, ce qui est une course vaine. Vous avez essayé de nous le montrer. Alors, je dirais que cette série touche vraiment la psyché brisée, hein, l'âme brisée de l'Amérique. Et d'ailleurs, une des très belles phrases confiées à Al Templeton, hein, le vieux tenancier du début, c'est précisément de faire une sorte de résumé, d'abstract de toute la situation. Il dit, ce jour-là, nous avons tous senti que quelque chose était brisé pour nous tous, et ce nous tous résonne particulièrement, qui ne pourrait jamais être réparé. Quelque chose s'est brisé qui ne pourrait jamais être réparé. Donc, cette brisure ressentie par d'autres écrivains et cinéastes comme, j'ai envie de dire, nécessaire. Hein, on connaît la phrase terrible de James Ellroy dans American Tabloid, JFK a mérité son assassinat. Ce à quoi répond Stephen King, non, il ne l'a pas mérité. C'est une somme de hasard, de frustration, de haine recuite, parce que l'Amérique, c'est la grandeur, et vous avez le grand discours de Kennedy qui dit ne regardons pas en arrière, qui ouvre la conquête de l'espace aussi à ce moment-là. Hein. Allons de l'avant, ne regardons pas en arrière. Et puis, il y a tous les poids morts, toutes les démons de l'Amérique qui sont là, le fasciste, ou en tout cas périfasciste General Walker. Vous avez effectivement Lee Harvey Oswald, qui est presque, lui, le véritable héros de la série, et qui représente tout ce que l'Amérique
offre de ratage, de frustration, d'incomplétude, de violence envers un individu. Il n'est jamais là où il veut être, il fréquente des gens qui le méprisent, son épouse se tourne vers quelqu'un d'autre. Donc, tant de ratage et de frustration vont se précipiter au sens chimique de la précipitation dans la dernière phrase qu'il prononce avant de tirer sur Kennedy: « Je veux marquer le monde de mon empreinte ». Et ça, c'est la frustration américaine. Chaque individu lambda voudrait être aussi important que JFK. Donc, comme ça n'est pas possible, abîme de frustration, jalousie, rancœur, haine, instrumentalisé ou pas par la CIA, instrumentalisé ou pas par le FBI, cela reste ouvert, cela reste tout à fait ouvert, sans jeu de mots. Bon, donc, cette conjugaison de la splendeur des Kennedy, le tailleur rose de Jackie lorsqu'elle descend les marches de l'avion et qu'elle reçoit des roses rouges de la part du comité d'accueil de Dallas, et ce couple glamour, ce couple presque de stars, hein, c'est un couple star. Bon, la désinvolture de Kennedy disant, vous imaginez, au général de Gaulle et à Madame de Gaulle: Hello, je suis le mec qui accompagne Jackie. Bon, bon, dans la France des années 60, un peu corseté encore, hein, c'est une sorte de séisme, c'est un véritable séisme, ce couple. Donc, reporté aux États-Unis, bien, cela crée effectivement des abîmes, des fractures, des césures. Et la série nous dit, regardez, lui, il est au sommet, et j'ai repris d'ailleurs, on reprend souvent la phrase tirée de la comédie musicale Camelot, A brief shining moment. Il fut un bref moment brillant. Comédie musicale qu'adorait Jackie, et elle avait tenu d'ailleurs à ce que dans l'oraison funèbre, il y ait cette phrase, hein, un bref et brillant moment. Donc, ce contraste entre une Amérique souffreteuse, une Amérique du gagne petit, de la misère sexuelle, affective, de la brutalité masculine, eh bien, se précipite contre la lumière brillante de cet astre, hein, ce jeune président d'une quarantaine d'années, et son épouse, bien sûr, parce que les deux sont indissociables, et crée toutes les conditions de la haine. Et cette haine, qu'elle soit celle de Hoover, qu'elle soit celle motivée de certains éléments de la mafia, peut-être, pourquoi pas, on n'en saura jamais rien. Ou plus exactement, c'est pas le propos de la série. Eh bien, se potentialise, hein, devient aigu lors de cette crise, et l'homme qui tire sur Kennedy, c'est le bras armé de toute cette Amérique. Frustrés, les petits blancs, les rednecks, les jaloux, les mauvais, les méchants, les ratés, voilà. Et tout cela fait un fusil, Mannlicher, Carcano, le fusil qui abat Kennedy. Donc, on a l'impression que ce fusil et la balle qui va en sortir, les balles qui vont en sortir, c'est l'Amérique du refus, l'Amérique de la haine recuite contre la brillante étoile. Ça n'était pas si parfait que cela. Et la fin d'ailleurs de la série le montre, hein, laisser vivre Kennedy, c'est peut-être entraîner le pire pour l'Amérique, puisque après les 2 mandats de Kennedy, c'est Wallace qui pourrait être élu, et s'il était élu, ce serait une catastrophe épouvantable, voire mondiale. Bon, je n'en dis pas plus sur la fin, mais il est certain que la leçon de politique fiction de la série, c'est de nous dire et de nous redire encore une fois, le passé est ce qu'il est, peut-être qu'il faut le prendre entièrement, le bon et le mauvais, le raté et le réussi, le brillant et l'obscur, l'amour rayonnant et la haine recuite, et que c'est aussi ça l'Amérique. Et je pense que pour les spectatrices, spectateurs qui verront ou reverront la série, ainsi que pour les lecteurs qui se pencheront sur le roman de King, hein, il y aura ce double sentiment, cette sorte de double postulation. Nous sommes devant
une série monumentale, un livre monumental, une époque monumentale. Mais nous envoyons aussi les arrière-cuisines, nous envoyons aussi les grosses ficelles, nous envoyons les côtés pas très ragoûtants. Je les évoquais tout à l'heure. Lorsque Jack entre professeur dans un lycée, donc en 60, il offre une tasse de café à la dame secrétaire qui est noire. Il dit: Miss Mimi, voulez-vous une tasse de café? Et alors là, silence de mort. Tout le monde, même les gars les plus modernes, les jeunes, les autres profs ouverts, etc., se retournent vers lui et ce silence le sidère et il se dit: mais qu'ai-je fait? Il a proposé une tasse de café à la secrétaire noire. Donc, vous voyez, par petites touches quasi impressionnistes, la série forme tableau. La série nous raconte cette Amérique de 1960 à 63, bien sûr, le décompte final, enfin 3 jours avant l'attentat, 2 jours avant l'attentat, 40 minutes avant l'attentat. Il y a quelque chose de, c'est pire que du Hitchcock, enfin c'est pire ou mieux, je ne sais pas. Donc nous avançons, nous avançons à marche forcée vers la catastrophe. Et derrière, il y a tout ce grouillement de vie, tout ce grouillement d'histoires, puisque je ne l'ai pas développé ici, mais de nombreuses histoires secondaires, mineures, se greffent à la grande histoire collective, en particulier l'amour pour Sarah Dunhill, qui est mariée, enfin qui a été mariée à un psychopathe épouvantable qu'il va falloir finir par tuer avant qu'il ne la tue, de même qu'un vieil ami du lycée de 2016 a été estropié par son père la même année, et Jack repart aussi pour tuer le père, pour ne pas que son vieil ami Harry soit estropié et que toute la famille soit massacrée, mais ça n'est jamais aussi simple. Ça n'est jamais aussi simple. Donc il y a des faits individués, il y a des faits collectifs, et c'est la couture entre ces mini-histoires collectives, enfin cette grande histoire collective et ces mini-histoires individuelles qui font la richesse de la série et qui en font, à mes yeux, une série indépassable. Car nous sommes portés, nos souvenirs et puis n'oublions pas de français aussi, nous sommes portés par cette adoration que l'Amérique a pour elle, ce miroir obscur que se tend à tout instant l'Amérique à elle-même, et que les séries ne font que rapporter, que re-raconter d'une certaine façon, et que les romans ne cessent de nous redire aussi cette nation qui nous sert à la fois de phare, de modèle, mais aussi parfois de repoussoir. Et cette double nature de l'Amérique, elle éclate ici dans tous les plans. Il n'y a pas un plan qui soit superflu, il n'y a pas un plan qui soit gratuit. Chaque terme compte, et les explications un peu didactiques dont je parlais tout à l'heure de Jack à son jeune ami, à qui il va dire la vérité, il est obligé à ce moment-là, ne sont jamais que des leçons données au monde. Rappelez-vous ce qu'était l'Amérique en 1960 dans la petite ville de Lisbonne, dans le Maine. Rappelez-vous, c'était toute la beauté du monde, mais c'était aussi la brutalité des hommes envers les femmes, c'était aussi le racisme et la difficile conquête des droits civiques. Et nous sommes quelque temps aussi avant les 2 autres assassinats majeurs, Ted Kennedy et le docteur, enfin, et le révérend Martin Luther King. Donc vous voyez une Amérique qui se tend à elle-même ce miroir, ce kaléidoscope d'images dont les réalisateurs et le producteur a, je dirais, avec vraiment une réussite totale, garanti la visualité. Maintenant, encore une fois, 420 000 personnes pour le premier épisode sur TF1 Série. Ça n'est sans doute pas un triomphe, mais on peut dire qu'au moins ces gens-là sont entrés dans une histoire bigger than life, plus grande qu'eux, et je pense qu'ils en ont été enchantés. Et cet enchantement, ce sense of wonder, c'est vraiment pour moi la marque de fabrique à la fois de Abrams, bien sûr des réalisateurs, de la scénariste, encore une fois, Carpenter, et puis bien sûr à l'arrière-plan, King, qui est là et qui assiste à la mise en image de ses rêves. Il le dit d'ailleurs, c'est comme si les décors se construisaient sous mes yeux.
à chaque fois, c'est un émerveillement, c'est la magie du cinéma. Et nous partageons cet enthousiasme et nous partageons aussi cette interrogation philosophique sur le mal qui entraîne le bien, qui entraîne le mal, qui entraîne le bien. Isabelle Casta, en conclusion sur cette série, finalement, que doivent retenir les auditeurs et auditrices? Alors, bien des choses et en même temps des choses, 2 ou 3 faits massifs, 2 ou 3 faits éclatants. D'abord, l'amour, peut-être qui guide ce trajet initiatique, l'amour qui amène au renoncement. Autrement dit, pour ne pas tuer la femme qu'il aime, il renonce à revenir et revenir dans le passé, Jack, afin de re-rencontrer Sadie, mais à chaque fois qu'il la rencontre, il l'amène à la mort. Donc, il décide de s'absenter d'elle. Et ça, c'est une des conclusions de ce roman d'amour hors norme. Donc, première chose, une histoire d'amour tragique et qui nous renvoie si vous voulez, aux vieilles figures courtoises, hein, ni avec toi, ni sans toi, de Tristan Isolde. Donc, une histoire d'amour parfaitement réussie parce que inachevable. Mais aussi une philosophie politique de la sagesse. Et je dirais, d'une certaine façon, on se souvient de ce que Hobbes disait sur la politique. Nous commençons par Machiavel et nous terminons par Hobbes. Hein, l'homme est un loup pour l'homme et il faut faire avec. Donc, une histoire américaine contrastée qu'il nous faut accepter. Et ça, c'est vraiment la leçon de la série. Regardez-vous dans ce miroir et puis rentrez en vous-même et d'une certaine façon accepter que le passé contienne le mal et le bien et ne puisse pas finalement être changé. Et puis peut-être aussi un troisième constat qui est qu'une série aussi filmique, aussi bourrée de références, aussi littéraire dans l'excellent sens du terme, hein, et pas ennuyeuse et un petit peu poussiéreuse. Au contraire, elle est rutilante, cette série. Eh bien, nous donne une jouissance sur laquelle je voudrais vraiment insister, une jouissance visuelle, une jouissance auditive aussi, puisque lors du grand bal de la rencontre amoureuse entre Sadie et Jack, c'est aussi la bande-son de la vie américaine et quelque part, c'est aussi la bande-son de notre vie. Isabelle Rachel Casta, merci beaucoup pour la présentation de cette série donc consacrée, vous l'avez dit, à l'assassinat de Kennedy, mais qui n'est qu'une toile de fond, on l'a bien compris, cette série uchronique qui permet de se questionner, de questionner le passé, de questionner notre rapport surtout au passé face à cet événement majeur de l'histoire des États-Unis, mais aussi, vous l'avez bien présenté, en mettant en perspective de l'histoire du monde. Alors pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, vous avez fourni de petites bibliographies indicatives très bien faites, hein, parce que vous l'avez dit en introduction de cette bibliographie, il faudrait une énorme biblio pour parler de Stephen King et pour parler de Kennedy. Vous avez choisi fort à propos les ouvrages, donc je renvoie les auditeurs là-dessus. Elles se trouvent sur la page de notre site internet histoireensérie.com. Vous pouvez y aller dessus et puis vous pouvez retrouver aussi le résumé de cette émission sur notre partenaire nonfiction.fr où comme depuis le numéro 1, vous avez à chaque fois un résumé avec les liens pour aller écouter l'émission sur les grandes plateformes de podcast, Spotify et YouTube. Et puis, n'hésitez pas à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux, donc Twitter et surtout le groupe Facebook de Histoire en série où on publie régulièrement des données sur les séries, sur les nouveautés du podcast. Merci beaucoup en tout cas Isabelle Rachel Casta et puis merci à bientôt à vous. pour une nouvelle série, j'espère. Merci, au revoir. Mais très volontiers. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.
travel lunches to clean. Such a beautiful planet populated by a strangely animals. Endless